beaucoup. On va enchaîner sans perdre de temps avec monsieur le professeur Benoît Grimont-Pré, que j'invite à me rejoindre, sur un sujet dont on a parlé, Stéphanie de Los Angeles et Hubert Boss-Platière en ont déjà touché un mot, puisque ils vous ont rappelé qu'il avait été question de fusionner le contrôle des structures avec le nouveau mécanisme de contrôle de cession des parts sociales, et que finalement le Sénat a écarté cette fusion en divisant même, puisqu'on a deux préfets, le préfet de région d'un côté et le préfet de département de l'autre, qui interviennent chacun sur leur sujet. Et alors, que reste-t-il du contrôle des structures? C'est la question à laquelle vous allez devoir répondre. Merci. Que reste-t-il de nos amours? Alors, parce que je suis joueur, je reprendrai volontiers à mon compte la métaphore sentimentale de la journée. Vous verrez, ce ne sera pas toujours de bon goût. Mais entre le contrôle des structures et les sociétés, nous avons affaire à une histoire passionnelle et tumultueuse. Déchirement, trahison, réconciliation, le scénario juridique est digne des feux de l'amour. On dirait aujourd'hui plus belle la vie. Alors, est-ce qu'il faut encore présenter le contrôle des structures ou le cumul d'exploitation, comme on disait naguère? Pour les néophytes ou les amnésiques, il s'agit d'un dispositif administratif qui est placé entre les mains du préfet de région et qui surveille et autorise le fait de mettre en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol. Ce contrôle va saisir dans ses filets toute exploitation agricole, quelle que soit sa forme ou son mode d'organisation juridique. Les sociétés n'y font donc pas exception. Pourtant, une difficulté est rapidement apparue. S'il est bien possible de contrôler la société en sa qualité d'exploitant, est-ce que l'on peut appréhender les mouvements d'associés qui se produisent en son sein? Autrement dit, est-ce qu'il faut faire jouer le principe d'opacité de la personne morale, selon lequel on ne s'intéresse qu'à la société, ou bien est-ce qu'il faut rendre transparents les actes de ses membres en regardant à l'intérieur qui fait quoi? En effet, l'originalité de notre droit des sociétés agricoles, c'est qu'il reconnaît la qualité d'associé exploitant et qu'il en tire des conséquences juridiques au niveau du régime social, au niveau du statut de la société, voire en matière de bail rural. Alors, le préfet ne contrôle-t-il que la société, que ses associés exploitants, que ceux qui contrôlent la société, ou alors tout ça à la fois? Sur ce point précis, les sentiments ont toujours varié et les signaux envoyés contradictoires. Pour rappel, quand même, avant 2006, le contrôle administratif s'appliquait à toute participation dans une exploitation agricole, soit directe en tant que membre, soit par une personne morale interposée. Puis la loi du 5 janvier 2006 avait abrogé ces dispositions, mais une circulaire du 8 août 2006 continuait, elle, de prescrire un contrôle de ce qu'on appelait la double participation. Alors, adepte de l'anarchie des normes plutôt que de leur hiérarchie, l'administration, elle, appliquait la circulaire et non pas la loi, et le feuilleton ne faisait que commencer. En 2014, la loi d'avenir pour l'agriculture décide de relégaliser le contrôle des cessions de droits sociaux, sauf que le Conseil constitutionnel annule la mesure au motif, je le cite, qu'elle ne réservait pas la qualification d'agrandissement aux opérations sociétaires conduisant à une participation significative dans une autre exploitation agricole. Mais voilà, la saga continue. Quelques mois plus tard, un décret du 22 juin 2015 restaure subtilement le contrôle des prises de participation sociétaire, quand je vous parlais d'anarchie des normes. Et désormais, nous avons un article R331.1 du Code rural, selon lequel une personne associée d'une société agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société lorsqu'elle participe aux travaux de façon effective et permanente. La formule, alors certes maladroite, pas bien formulée, enfin, bien écrite, signifie que l'associé qui exploite est personnellement qualifié d'exploitant au sens du contrôle des structures. C'est bien sur ce corpus juridique malade que se greffe aujourd'hui la réforme dite sans passe-tous, visant à
réguler l'accès au foncier agricole à travers le marché sociétaire. Mais avant qu'on se projette dans le futur, au mois de novembre 2022, j'aimerais qu'on s'arrête un petit instant sur la photographie actuelle du couple. On a un couple, société, contrôle et structure. Que nous dit cette photo? Déjà, que le droit a réussi à exercer un contrôle effectif sur les prises de participation actives, c'est-à-dire accompagnées de travaux. Et je précise, en une seule petite ligne. Or, cette donnée-là est souvent soigneusement éludée quand elle n'est pas même complètement ignorée par certains même qui prétendent écrire la loi. Et la moindre des choses serait qu'on dresse un bilan de cette mesure avant de la mettre au rebut. L'autre constat est celui des défauts intrinsèques du contrôle des structures. En fonction des territoires et des DDT, on s'est plus ou moins bien emparé de l'outil de régulation sociétaire. Par exemple, je sais que dans mon département, pour y avoir participé, les sociétés sont passées au peigne fin. Autre évidence, comme il s'agit de dossiers techniques et complexes, l'administration a beaucoup de mal à les instruire car ses moyens sont limités. Et là, je vais parler comme un syndicaliste, et si tout ce chantier n'était pas qu'une question de moyens, finalement. Sur le fond, subsistait quand même une petite faille dans le contrôle, c'est l'absence de contrôle des prises de participation simplement financières, que ce soit dans les sociétés d'exploitation ou dans les sociétés dites foncières. Cela dit, à ma connaissance, je n'ai pas vu d'études économiques indépendantes qui quantifient exactement ces opérations et surtout qui analysent leur impact réel sur la conduite des exploitations. Alors je pourrais même rajouter la question qui fâche, est-ce qu'il est pertinent économiquement de contrôler la simple détention de foncier en propriété dans un système qui administrerait parfaitement l'usage? Pourquoi contrôler la propriété si on contrôle bien l'usage, finalement? Sur cette impensée, le législateur a voulu répondre à l'urgence en étendant la régulation du marché sociétaire, mais en faisant fi du bon vieux contrôle des structures. Et on aura ici tout entendu pour le justifier, trop ringard, pas assez moderne, incompatible avec le droit européen, mais vous le savez, quand on veut rompre, tous les arguments sont bons. Non, non, ça ne vient pas de toi, ça vient de moi. La vérité, c'est que le législateur, plutôt désorienté, a succombé aux courbes folles de la SAFER, j'entends les courbes statistiques bien sûr, et à ses appels du pied incessant, alors que l'administration, elle, tout engoncée, refusait cette danse endiablée de peur de ne pas pouvoir assurer par la suite. Alors, est-ce que entre les sociétés et le contrôle des structures, est-ce que rien ne va plus? Le fait est que le contrôle des structures a perdu en superbe au point d'être aujourd'hui éconduit dans un certain nombre d'opérations sociétaires. Toutefois, on ne se débarrasse pas de lui si facilement, il s'accroche et il pourrait bien être reconduit, mais je pense moyennant quand même une vraie séance de relooking juridique. On va essayer de faire. Le contrôle des structures est d'abord éconduit, le contrôle des structures est par la suite reconduit. Éconduit. Avant la réforme, certaines aventures sociétaires, considérées comme plutôt bénignes, échappaient déjà au contrôle administratif. Mais ce qui est plus inquiétant pour lui, c'est qu'il vient d'être remplacé par une maîtresse plus jeune et apparemment mieux roulée pour briller en société. Déjà, par le passé, il y avait des coups de canif dans le contrat. Sur le fond, plusieurs types d'opérations sociétaires n'étaient déjà plus soumises à autorisation préfectorale au nom de la sacro-sainte liberté d'entreprendre. Au titre des exemptions figure la mise en société d'exploitation individuelle. Cela concerne la simple transformation, quand on ne modifie pas autre chose, d'une entreprise individuelle en société, mais ça concerne aussi la réunion d'exploitation individuelle par deux partenaires, qu'ils soient mariés ou pacsés, qui en deviennent les seuls associés. Sont également libres, non soumises au contrôle, deux opérations courantes de la vie sociétaire, qui étaient, je le précise, à une époque appréhendées,
Il s'agit de la diminution du nombre d'associés exploitants au sein d'une société, mais aussi de la modification de la répartition en interne du capital social, même si cette modification conduit à accorder plus de 50% à l'un des associés. J'ajouterai que sur le plan procédural, ça a été dit ce matin déjà, le contrôle des structures s'était déjà aussi effacé en présence de la SAFER. Depuis 2014, en effet, toutes les opérations passant par l'entremise des SAFER bénéficient d'une sorte de formalisme de substitution, vous le savez, l'avis favorable du commissaire du gouvernement sur l'attribution des biens tient lieu d'autorisation d'exploiter. Alors, bien évidemment, ce régime de faveur vaut, Hubert l'a dit, pour les opérations sociétaires, quand la SAFER achète et revend des droits sociaux, et cette brèche, on l'a vu, devrait encore s'élargir. Mais ce qui frappe aujourd'hui les observateurs du couple contrôle et structure société, c'est vraiment la volonté politique d'aller voir ailleurs pour assurer la régulation des prises de sociétés agricoles. En second temps, une nouvelle liaison officialisée avec un autre régime. Vous connaissez le dicton « changement d'herbage réjouit les veaux ». Face à un contrôle des cumuls âgé, complexe, difficile à réformer, le législateur a fait le choix de la facilité, passer par une autre voie, taillée sur mesure. Alors, est-ce que le nouvel outil qui a été choisi est plus adapté à la situation que l'ancien? Quitte à tomber dans les commérages, on va comparer l'ancienne conquête à la nouvelle. Première observation. Les deux, quand même, se ressemblent fortement. Alors, pour un législateur qui voulait surtout pas le contrôle des structures, on peut dire qu'il a quand même des goûts constants en matière juridique. L'autorisation administrative, le préfet, même si ce n'est pas le même, une appréciation avec un seuil de surface, et puis c'est même le retour de la CDOA. Seconde observation, toutefois, dans ce vieux pot administratif, mijote quand même une autre soupe. Alors, on va noter au titre des différences, déjà un champ d'application qui n'est pas le même. Là, on va parler de notion de prise de contrôle d'une société, un seuil de déclenchement qui est aussi spécifique, le fameux agrandissement significatif, et des cas d'exonération particuliers. Mais alors, sa plus grande énormité, selon moi, c'est qu'il va embrasser à la fois le contrôle de l'exploitation et le contrôle de la propriété des immeubles ruraux. On peut mélanger les torchons et les serviettes. Et on va apprécier les deux à la même aune, avec les mêmes critères, alors qu'il s'agit de questions bien distinctes. J'y reviendrai sur la fin. Toujours côté différence, le nouveau régime s'illustre par des instruments et une procédure inédits. On le sait, l'instruction des dossiers est confiée à la SAFER. On a des critères d'autorisation au sens territorial plus généraux et qui remplacent le fameux schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il devient aussi possible de négocier, marchander la décision administrative par la fourniture de compensations formalisées dans un cahier des charges. Et là, c'est vrai qu'on s'éloigne vraiment de notre contrôle des structures traditionnelles, surtout depuis qu'ont été supprimées les autorisations conditionnelles. Autre point de divergence, ça a été un petit peu esquissé ce matin, il ne devrait pas y avoir dans le nouveau dispositif de candidature concurrente. Pour cause, on ne demande pas ici l'autorisation d'exploiter des surfaces, mais l'autorisation de céder des parts sociales. Alors, je ne vois pas en quoi, ici, un appel à candidature pourrait avoir du sens. La conséquence, c'est qu'il n'y aura pas de tiers évincés qui vont pouvoir initier le contentieux. À mon avis, le juge administratif ou judiciaire sera très rarement saisi pour mettre son nez dans les tractations qui auront lieu entre le demandeur et la SAFER. Un dernier facteur, déjà évoqué, contribue encore à chasser le contrôle des structures des terres sociétaires, c'est l'élargissement des prérogatives de la SAFER sur le marché des parts sociales, comme Hubert l'a dit. Selon les nouveaux textes, les cessions de contrôle orchestrées par la SAFER, parce qu'elles sont bénies en soi, échapperont au filtre préfectoral,
De même, la possibilité offerte par les SAFER, Hubert l'a dit, de se substituer dorénavant dans les promesses de cession de droits sociaux, aura cet effet de créer des poches de non-contrôle, ou du moins d'auto-contrôle, comme d'auto-satisfaction, ici via les commissaires du gouvernement. Alors, le bilan de cette première partie, c'est qu'on peut dire que le contrôle des structures est le grand laissé pour compte des nouvelles mesures de régulation sociétaire, mais est-ce qu'il est si simple de s'en débarrasser? Rien n'est moins sûr. Le contrôle des structures pourrait bien être reconduit. Et il me semble que ce contrôle des structures a de beaux restes en matière sociétaire. Alors là, je vais faire l'universitaire. On va distinguer délégué lata, le droit tel qu'il est, de délégué ferenda, le droit tel qu'il devrait être. Délégué lata, le législateur de 2021, in extremis, ne s'est pas résolu à répudier le contrôle des structures, même en présence de la nouvelle autorisation, si bien qu'un train de contrôle peut en cacher un autre. Délégué ferenda, ensuite, on verra que la régulation, finalement, de toutes les formes de transactions foncières pourrait très bien être refondée sur un contrôle des structures renommé, rénové. Alors, délégué lata. Dans sa version originale, ça a été dit, la régulation des prises de contrôle sociétaire se faisait en lieu et place du contrôle des structures. On avait un formalisme de substitution, puisque le texte dispensait d'autorisation d'exploiter celui qui avait obtenu l'autorisation d'acquérir les parts sociales. Alors, dans son article sur le nouveau dispositif, François Robe le souligne bien, les objets, les conditions ne sont pas les mêmes, certes, mais la substitution, enfin, le remplacement d'un mécanisme par un autre, se comprenait aisément, tant la philosophie des deux dispositifs sont quand même, la philosophie est proche. Alors, l'effet pervers, qui n'avait pas été noté, c'est que si la nouvelle autorisation valait autorisation d'exploiter, on aboutissait à une dérégulation du marché sociétaire, puisqu'il n'y avait plus aucun contrôle jusqu'au seuil d'agrandissement significatif, alors qu'aujourd'hui, il y a du contrôle, je le rappelle, à chaque fois qu'il y a prise de participation active. Les sénateurs, pourtant réputés plus libéraux, ont donc supprimé la passerelle de la loi. Alors, vous jugerez, inconscience ou sagesse. Le nouveau dispositif laisse donc intact l'ancien. Moralité, une simple participation sociétaire pourrait être source d'un double contrôle au titre du dispositif sans passe-tous, au titre de l'article R331.1, quand il y aura participation aux travaux, ce qui risque d'être l'hypothèse la plus courante. Alors, en plus de la lourdeur qu'on peut imaginer, on imagine déjà les situations ubuesques d'autorisation ou de refus contradictoires. Je suis autorisé à exploiter les surfaces, mais pas à racheter les parts de la société, ou bien l'inverse. Articulation que la loi ne prévoit pas, et les décrets, j'en doute. Alors, je me mets aussi à la place des rédacteurs d'actes de cession de parts, puisque le praticien pourra faire usage de la condition suspensive pour l'autorisation d'exploiter, mais il n'aura pas le droit d'utiliser la condition suspensive pour l'autorisation sans passe-tous, dès lors qu'elle est une condition de validité de la cession elle-même. Et oui, c'est interdit. Imaginons encore, ça a été un petit peu esquissé, le cas de la mutation de parts qui va passer par la SAFER. Est-ce que le commissaire du gouvernement, qui a une charge assez lourde maintenant, qui donne son avis, est-ce qu'il doit se fonder sur la balance coût-avantage très généraux de la nouvelle loi, ou est-ce qu'il doit respecter les ordres de priorité du SDREA? Je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. À l'évidence, cette avalanche de procédures risque de plomber quand même la régulation en fournissant des armes à tous ceux qui la combattent. Mais Dieu merci, un système moins kafkaïen est imaginable, qui se réinventerait autour d'un contrôle des structures plutôt New Age. Ça, c'est délégué ferenda, dans l'idéal. Alors, ce n'est pas forcément l'idéal de tout le monde. Dans l'idéal, le contrôle des structures pourrait renaître de ses cendres.
il est un peu cramé quand même, à l'occasion d'une régulation unifiée, harmonisée de l'ensemble du marché foncier rural. Dès 2017, nous étions quelques-uns, dont Hubert Boss-Platière ici, à prêcher dans le désert pour une refonte du système et la création d'une agence foncière administrative indépendante. Alors, un total échec politique. Par contre, un succès doctrinal phénoménal, puisque l'idée est abondamment reprise et recyclée. Si on en revient à notre contrôle administratif, il pourrait évoluer. Alors, ça peut être sous un autre nom. Moi, je ne tiens pas spécialement au nom contrôle des structures. Mais il pourrait évoluer pour intégrer certaines avancées, justement, de la loi sans passe-tout, parce qu'il y a des avancées. Alors, quelques suggestions du chef. Au niveau des instruments, un seul préfet, et non pas deux différents comme aujourd'hui, serait chargé de la décision d'autorisation. Et la SAFER, grâce à ses confortables moyens, je pèse mes mots, pourrait très bien instruire les dossiers. Aucun problème. Aucun problème si et seulement si la SAFER elle-même agit selon une feuille de route qui évite toute arbitraire. Ainsi, les décisions de la SAFER en matière administrative, mais aussi ses interventions sur le marché, devraient être conformes à un projet de territoire qui est défini par les acteurs locaux. Et ce nouveau type de schéma serait beaucoup plus ambitieux que les actuels, puisqu'il intégrerait les problématiques agroécologiques et alimentaires qui sont aujourd'hui centrales. Les autorisations, comme dans la loi sans passe-tous et comme dans les rétrocessions SAFER, seraient escortées d'un cahier des charges qui garantirait le respect dans le temps du projet agricole qui a été promis. Alors, là, on peut discuter, mais le contenu du cahier des charges, de mon point de vue, serait moins quantitatif, libérer tant d'hectares, que qualitatif. Qu'est-ce qu'on exploite sur une surface et pourquoi faire? Sur le fond, là on était sur la procédure, sur le fond, il n'y aurait évidemment qu'un seul seuil d'autorisation afin de traiter toutes les formes d'entreprise et d'exploitation de manière équivalente. Et pour éviter d'embêter ceux qui n'embêtent personne, on rehausserait les seuils qui sont actuellement définis. On pourrait avoir des seuils beaucoup plus hauts. Aujourd'hui, des seuils à 80 hectares en Poitou-Charentes, sur des grandes cultures, ça ne concerne personne. Voilà. On pourrait même être à 150, 200, pour trouver un équilibre. S'agissant du champ d'application du contrôle, on pourrait faire beaucoup plus simple. On partirait des dispositions actuelles du contrôle de structure sur les participations actives et on les étendrait aux personnes morales et aux prises de contrôle financier des sociétés. Moi, je pense qu'en une phrase, on peut le faire. C'est possible. Et je crois que le législateur, ça c'est un travers de l'époque, mais sauf aveu de faiblesse, n'a pas à tomber dans l'explication et l'interprétation de son propre texte. Ça, c'est le travail des juristes, s'il en reste. Ensuite, on renverrait à un décret le soin de régler tous les détails de procédures qui n'ont rien à faire dans la loi. Dernière proposition, on pourrait tout à fait abolir la liste limitative des refus qui sclérose aujourd'hui le contrôle des structures. En gros, si une opération est jugée néfaste ou voilà, pas bonne pour le territoire, on doit pouvoir lui dire non, même si au moment où il y a dépôt de la demande, on n'a pas de candidature concurrente. Voilà, la candidature viendra quelques jours plus tard, vu les tensions qu'il y a sur le foncier. Alors, il resterait quand même une question à trancher. Est-ce que ce contrôle administratif un peu repensé devrait gérer à la fois les questions de propriété indépendamment de l'usage? Il me semble que le législateur des années 60 avait eu la sagesse de ne pas confondre les deux, de sorte qu'il faudrait sans doute conserver deux types d'outils ou au moins deux types de critères pour réguler ces deux sortes de maîtrise foncière. Alors, quelques mots, juste pour la fin, parce que j'en ai terminé. Je ne crois pas qu'on puisse conclure de sitôt l'histoire entre le contrôle des structures
et les sociétés des vieux amants. Voilà ce qu'ils sont devenus avec le temps. Vous connaissez la chanson. Bien sûr, ils eurent des orages. 50 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois l'un prit son bagage, 1000 fois l'autre prit son envol. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Finalement, il leur fallut bien du talent pour être vieux sans être adultes. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci, monsieur le professeur.